It's a fact. Artificial intelligence is everywhere. It is supposedly capable of analyzing, reasoning, and taking over. Some predict it will revolutionize many professions, including law and accountancy. Such a challenge merits an in-depth survey with those who think, design, and manage artificial intelligence applied to these professions throughout Europe. In order to demystify and objectify what's happening around AI, perhaps we should ask ourselves a first simple question. Who is driving this narrative? Whose interest is it to say that judges or lawyers will one day be replaced by machines? Above all, what society model are we talking about when we leave it to algorithms to analyze disputes or run legal reasoning? While AIs are fast, powerful, and efficient, are they really impartial and independent when they are built and deployed by a handful of private companies engaged in a global race for innovation? Pour l'intelligence artificielle générative surtout, ce qu'on constate, c'est une différence sur un aspect au moins, c'est la vitesse. La vitesse de diffusion. En 2 ans, on est à 400 millions d'utilisateurs hebdomadaires et une amélioration des capacités assez rapide. Le sujet, c'est que par rapport à ce qui s'est passé dans de précédentes révolutions ou de précédentes grosses évolutions technologiques, comme Internet pour être un peu plus récent, c'est qu'il y avait un laps de temps où les gens peuvent se réadapter. Et là, assurément, il n'y en a pas. Et en même temps, on dit tout ça, mais à date, malgré cette grande diffusion et malgré des capacités qui sont concrètes et réelles, en tout cas dans certains domaines, l'informatique, le graphisme, etc., il n'y a pas de remplacement à date. Et ça questionne beaucoup sur le pourquoi ça n'est pas encore arrivé. Estamos asistiendo a una aceleración tecnológica sin precedentes, que nunca habíamos conocido. Estamos asistiendo a un cambio de era. Pero junto con este cambio tan profundo, al mismo tiempo, también nos vemos inmersos en una multiplicación de los riesgos. Estamos enfrentándonos a nuevas vulnerabilidades que nunca habíamos conocido. Estamos contemplando también un nuevo escenario mundial en el que los riesgos se reproducen de modo sistémico. Estamos hablando de una multiplicación de los factores que afectan a la defensa de la sociedad y de los ciudadanos. Facing this acceleration and rising risks arises a major question. Who's in control? In our societies, law and institutions provide the framework for collective choices. What happens to these landmarks when technologies progress faster than the rules? De mens entscheidet über de rule of law en niet de computer. En dat zijn kernvragen voor die Gesellschaft, dat zijn kernvragen voor die politiek. En sind auch die Rahmenbedingungen für das Gestalten von Rechtspolitik. Wie sichern wir digitale Grundrechte? Wie sichern wir generell die Grundrechte, auch in der digitalen Zeit? Welche neue Fragen kommen dabei auf uns zu? Und wie sorgen wir dafür, dass die Mensch, the people, in Kontrolle bleibt, auch von den neuen Entwicklungen? È evidente, la tecnologia e in particolare l'intelligenza artificiale rappresentano oggi a livello globale una competizione, lasciatemi dire, non soltanto tra continenti, ma tra modi di vivere, tra stili sociali, tra società. Se pensiamo alla società statunitense, certo non possiamo negare che gli Stati Uniti sono un modello di libertà. Io sono un costituzionalista e lì una delle patrie del liberal, dello Stato liberal democratico, e quindi non possiamo assolutamente dimenticare questo. Però oggi la tecnologia lì è intesa in senso, come dire, molto a favore del mercato, e quindi spesso si sacrificano diritti, anche perché non ci sono alcuni diritti della nostra tradizione giuridica, come ad esempio la privacy, che da noi è considerata un diritto fondamentale e negli Stati Uniti è intesa in modo differente. Beyond this tremendous innovation are major societal issues. What guarantees do we set to protect fundamental rights in a world where legal benchmarks are struggling to keep up? A confrontation between political, economic, and cultural models is being played out on a global scale. Law and innovation are often pitted against each other, as if regulation were all about putting on the brakes.
Yet Europe was built on law, and law is, above all, a means to protect individuals, businesses, and our societies as a whole. Ça n'a pas été créé pour le plaisir de faire de la norme, ça est créé pour, à un moment donné, porter des valeurs fortes. Et ça, je pense que c'est important de le signaler. Oui, en Europe, nous posons certaines limites. Ces limites-là, elles sont le fruit d'une histoire. Et cette histoire-là, elle est finalement l'histoire de l'humanité. C'est parce qu'on sait bien que l'humain, il est tel qu'il est. Oui, l'humain peut être paresseux, on y reviendra peut-être sur l'IA. Quand on a des outils et que c'est simple et accessible, naturellement, on va avoir tendance à les utiliser. Oui, l'humain a tendance à vouloir dominer. On ne pourra pas lutter contre ça. Et nous, on est le fruit de toute cette histoire. Et on s'est dit à un moment donné que oui, la Déclaration des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen sont autant de textes extrêmement forts qui ont forgé nos sociétés et sur lesquels, finalement, nous pouvons nous reposer, nous pouvons avancer. Et face à toutes ces autres puissances mondiales, c'est finalement ce qui nous caractérise et c'est ce qui finalement aussi nous permet, je pense qu'on n'est pas prétentieux en le disant, mais d'élever un peu le niveau. Parce qu'à un moment donné, si on va toujours vers le plus bas, le plus bas, le plus bas pour le moindre coût, on va arriver à des situations qui, pour l'humanité, seront absolument délétères. Enfin, c'est en tout cas mon opinion personnelle. The whole philosophy of the European regulation on AI was designed to stand the test of time by focusing on both the conception and, mostly, the usage using a risk-based approach. What's at stake is nothing less than the confidence we can place in these technological solutions with huge potential. Quand il s'agit de parler d'éthique, là aussi, on sait que l'éthique peut être très subjective parfois, et l'éthique a été assez bien instrumentalisée jusqu'à la fin des années 2010 pour justement venir contrer des velléités de réglementation contraignante. Eh bien, abaisser ces standards, pour moi aujourd'hui, serait un non-sens parce qu'une industrie, parce que les algorithmes ont besoin de confiance. Et la confiance, elle ne se décrète pas, elle se prouve. Et quand on regarde d'autres industries, je pense à l'industrie pharmaceutique par exemple, ou même l'industrie automobile, on ne peut pas dire que ce soit des industries qui, d'une part, manquent d'innovation et aujourd'hui n'ont pas de standards juridiques. Bueno, no podemos olvidar que esta tecnología que va a revolucionar procesos productivos, entornos de trabajo, tiene un impacto también en el ecosistema geoestratégico y en los equilibrios de poder. Es fundamental que Europa mantenga este liderazgo. ¿Cómo podemos hacerlo? Partiendo de una situación claramente de desventaja. Por un lado, con normas propias. Se ha puesto en cuestión si el enfoque normativo europeo está dificultando la innovación tecnológica, cuando es más bien al contrario. Europa tiene un modelo propio en el que apuesta por una innovación tecnológica con principios éticos y humanos, y ya estamos viendo el efecto Bruselas, como en otros entornos, por ejemplo, América Latina, el modelo regulatorio europeo se está tomando de modelo, como ya ha ocurrido con el modelo de protección de datos. Entonces, en primer lugar, normas propias. En segundo lugar, apostar por una infraestructura propia. Un tema delicado en el que estamos en desventaja sería el tercer elemento, la soberanía del dato. Buena parte de los datos de los ciudadanos europeos están en manos de empresas tecnológicas que no son europeas. Entonces es muy importante que el dato, que es necesario tanto para entrenar como para mantener la inteligencia artificial, sea dato europeo y mantengamos la soberanía de nuestros datos. Notre vocation en tant qu'acteur du droit en Europe, c'est d'augmenter nos capacités européennes et notre imprégnation en tant qu'entreprise dans les besoins des sociétés démocratiques pour participer au fait que nos sociétés deviennent plus efficaces. C'est très important parce que quand il n'y a pas d'efficacité, quand il y a de la frustration, notamment sur l'accès au droit, la lenteur des procès, de l'accès à la justice ou des entreprises ou des citoyens qui pensent qu'il y a toujours trop de normes. C'est quelquefois un prisme où on dit toujours qu'on n'est pas content et ça existe. Mais il y a aussi une réalité où on est là pour faire que les choses soient plus faciles. Et sans efficacité, il n'y a pas vraiment de citoyenneté qui tienne parce qu'on a besoin de se reconnaître et de trouver que c'est utile en tant que citoyen. On œuvre à ça. Our European values, embedded in law, are currently undergoing a large-scale stress test. We've entered an episode of open trade warfare, notably between China, Europe, and the US. In this context, law becomes a strategic lever. It's used to rebalance the power dynamics by correcting the distortions of the digital global market.
Competition law, for example, is mobilized against dominant positions, and the regulation of AI implemented by Europe is also part of this economic and cultural arsenal. Just as economies become fragmented, regulations too change according to territories. Alors, je pense déjà qu'il faudrait commencer par préciser qu'on est dans un contexte de fragmentation des modèles réglementaires, donc au pluriel. Évidemment, il y a en premier chef celui de l'Union européenne, qui a vocation à être holistique, qui a vocation à embrasser des dimensions tant techniques que sociétales. Mais on a aussi le modèle chinois, qu'on n'étudie pas forcément bien de par chez nous. Donc, dans ce contexte de fragmentation réglementaire, ce qui me vient à l'esprit, et c'est ça qui crée, à mon sens aussi, des tensions à la fois géopolitiques, mais également géoéconomiques, au sens large, c'est le fait que ces différents cadres réglementaires des systèmes d'IA ne puissent pas être compatibles et au sens technique et technologique, comme on le dit dans le monde tech, interopérables. Our regulatory frameworks are not interoperable, yet they are independent. In Europe, our model is of a responsible innovation by emphasizing democratic and humanist values. But how can we define sovereignty when everything is interconnected? Je connaissais la question, donc j'ai cherché la définition, qui n'est pas de moi. Et donc, j'ai trouvé sur le site de la Commission européenne. Alors, ils ont défini la souveraineté technologique comme la capacité pour l'Union européenne de développer, fournir, protéger et conserver les technologies critiques nécessaires au bien-être de ses concitoyens et à la prospérité de ses entreprises, tout en décidant de leur usage sans dépendance ni contrainte. Alors, c'est dans un rapport et c'est probablement pas une définition officielle, mais peu importe. Le point, c'est que cette définition, elle n'est probablement pas vraie aujourd'hui, elle n'était probablement pas vraie il y a 10 ans. Peut-être qu'à l'époque du Minitel et du Concorde et du nucléaire dans les années 60, ça se vérifiait, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un moment que tout est interconnecté. Aujourd'hui, on le voit avec justement les droits de douane. Toutes ces questions ont été soulevées. Et ce qu'on voit, c'est que tous les fabricants de composants, de processeurs, de GPU, etc., ont besoin d'une boîte à Taïwan, TSMC, qui elle-même a besoin d'outils pour graver les processeurs qui viennent de chez ASML en Europe, en Hollande, etc. Tout est interconnecté. Il n'y a pas moyen de remplacer ces acteurs majeurs. Eux-mêmes, ASML ne fait que de l'import. Il y a 20% de production hollandaise et le reste, c'est mondial. Et donc, tout ça pour dire, cette définition, ce discours politique omniprésent qui dit qu'il y aurait une possibilité de souveraineté, qu'on pourrait être décidé complètement seul. En tout cas, cette vision, elle est peut-être un peu naïve et ne correspond assurément pas à la réalité telle qu'elle est en ce moment. On pourrait imaginer un futur où il y a 2-3 acteurs, 2-3 options à chaque fois, qui permettent justement de ne pas se retrouver en pure dépendance et être sans contrainte. Lefebvre, en tant qu'acteur du droit, évidemment, n'a pas les moyens d'être partout, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on fabrique notre solution d'une certaine manière et que l'évolution des choses fait qu'on réfléchit très activement à justement se donner des options. Se donner des options pour ouvrir, etc. Et probablement les pistes les plus prometteuses, et pour nous et pour beaucoup d'autres, c'est le monde de l'open source. C'est tous ces modèles disponibles, donc ces modèles entraînés par de grands acteurs qui les mettent gratuitement, en tout cas, à disposition de tout à chacun, qui peut les modifier et les réincorporer dans leur propre... Et donc, c'est une voie qu'on envisage avec un grand sérieux. In May 2025, a German court handed down a groundbreaking decision. It declared itself competent to rule on damage caused by an international company in a third country. This ruling marks a turning point. It echoes the extraterritoriality of US law, long perceived as a threat, and reminds us that law can also be a lever for sovereignty. Because digital sovereignty is not just about technology, it's also our ability to guarantee our economic, energy, and food autonomy, and to ensure that law remains a pillar of our political project. The
the one that connects, structures, and gives purpose to the whole. 2/3 of the data centres built since 2022 are located in areas where water resources are already an issue. The massive use of AI represents an additional pressure on the environment and climate change. In a world with real limits, how should we deal with these energy, water, and rare earth-hungry technologies? How can we think about innovation without ignoring the planetary balances? L'IA, comme toutes les autres activités humaines, s'opère dans un monde fini. Donc on a, pour reposer un peu le contexte, on a 9 grandes limites planétaires qui définissent les limites à ne pas dépasser pour garder notre système Terre dans un état stable, pour que l'humanité, les générations actuelles et futures, puissent prospérer. Et donc, les plus connus, donc il y a le changement climatique, la biodiversité, l'eau, on va citer que ces 3-là, donc sont en train d'être dépassés. Donc déjà, le conditionnel, donc c'est que se passera-t-il, je dirais plutôt, quand on devra faire face à des crises systémiques, environnementales et sociétales. Dans ce cas-là, on doit faire des choix, des rationnements et réfléchir en termes d'usage. Donc, quels usages, pour toutes les activités humaines, on veut garder, à quels besoins on veut répondre. Souvent, ce qu'on dit quand on étudie la question, c'est qu'on commence par les besoins qui sont essentiels aux sociétés, donc alimentation, eau, avoir un toit, l'énergie, etc. Et donc, en fait, l'IA, comme toutes les autres activités humaines, on va plutôt s'intéresser à quoi servent ces activités, à quels besoins finaux elles répondent. In June 2025, Sam Altman, CEO of OpenAI, finally gave his estimate of the energy and water use of one ChatGPT request, 0.04 watt-hours, equivalent to 1 second of an oven on, and the 15E of a teaspoon by volume of water, an estimate which must relate to the 1 billion requests made daily on ChatGPT. L'évaluation qui a été faite de la consommation d'énergie autour de l'IA, des méga-usines d'IA, des data centers, laisse apparaître à horizon 2030 que cette consommation énergétique correspondra, je crois, à la consommation annuelle de l'Argentine, des Pays-Bas et de la Suède, et correspondra à 0,5% de la consommation mondiale. Donc, ce sont des chiffres, et donc, pour l'électricité, pour l'eau, sur un an, ça sera 6 fois la consommation d'un pays comme le Danemark. Cette question, elle est essentielle. S'il y a un développement incontrôlé et non maîtrisé qui ne permet pas de faire face aux conséquences du changement climatique, ça veut dire que l'on risque d'avoir des coupures de ces IA qui vont devoir prendre de plus en plus de place. Et donc, si on continue à développer le scénario, je pense que si on considère que l'IA est absolument indispensable justement pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, mettre en évidence les solutions qui vont aider les humains à protéger la planète et la biodiversité, faire en sorte que sur toutes ces questions essentielles de la protection de l'environnement ou des questions migratoires, on prenne les bonnes décisions en humanité, solidarité et fraternité. Et si on ne peut pas mener les deux de front, il faudra que, je ne sais pas qui d'ailleurs, les gouvernements, on va dire pour faire simple, puisqu'on est dans le domaine européen, l'Union européenne, la Commission européenne disent que l'IA ne pourra être utilisée dorénavant qu'à des fins utiles pour la recherche scientifique, pour la protection de l'environnement, pour la protection du climat, pour la protection de la nature, et qu'on sucrera tout ce qui relève de l'utilisation de l'IA à des fins récréatives. The question is simple, but the question is complex. How can we reconcile technological ambition with planetary limits? To find the answer, we need to think beyond performance only. We need to design, host, and use differently. This is where the sustainability of AI comes into play. Yeah, it's an interesting question. And I think the answer of that is really crucial for a developer also to understand, or engineering-wise in general. So, for example, let's take the engineering process in general of developing AI solution. There is a development phase where you build your project, basically, and there is a hosting phase where you basically put the software you made on some hardware for your user, let's say a website or something like that. And
the end phase, which basically the clients, your clients using your product. So in the development phase, you really need to focus on the sustainability in terms of how optimized your system is. And in optimized, I mean like what are the how many resources your system needs. So if like a system is optimized in general and use less resources, that means it requires less complex hardware to serve for your clients, and accordingly more sustainable system. So because it use less energy, that means it use also less or produce less carbon footprint. And in the hosting phase, you really need to choose wisely your cloud provider. Because, for example, some cloud providers like Amazon and Microsoft now are moving towards, in some region, a renewable, like a service that rely on renewable energy only, and also produce almost zero carbon footprint. So choosing your cloud provider is really crucial for the sustainability of your product. And most importantly, the last phase, how your clients are using your services. And it can be handled from your side by rate limiting some of the services that you think impacts the sustainability, and also to communicate with the user and make them aware of their impact using your product, because that also adds some shared responsibilities between you and your users. The notion of responsibility is key. It would be risky to leave it to digital companies. Actually, the law is meant to impose virtuous constraints and encourage reasonable use. Engineers and lawmakers can complement each other. One works on the design of systems, the other on the framework that guides them. Yet this convergence is not obvious. It requires clear incentives, appropriate regulation and, above all, the political will to use technology as a tool for a viable future. Alors, on a différentes approches, hein, et encore une fois, c'est valable pour l'IA, mais c'est valable pour toutes les activités du numérique, voire les activités humaines, hein. Donc, on a une première approche qui va être vraiment des normes techniques, donc vraiment atteindre les meilleures pratiques en termes d'impact environnementaux. Donc là, c'est développer des labels qui sont basés sur l'énergie comme le PIE pour l'IA, développer des labels basés sur des approches d'analyse au cycle de vie. Donc on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, de l'extraction des matières premières à la fabrication des équipements, etc., jusqu'à l'utilisation finale et même jusqu'à la production de déchets. On va regarder l'impact sur toute la chaîne de valeur et on va avoir des approches d'analyse au cycle de vie pour identifier comment on minimise les impacts sur chaque étape du cycle de vie. Donc là, qui sont vraiment des normes techniques. Aus der juristischen Perspektive ist eine Kombination von weichen und harten Steuerungsinstrumenten wichtig. Auf der Seite von weichen Instrumenten haben wir freiwillige Labels zu energieeffizienten KI-Systemen. Und diese können ein Bewusstsein bei Verbraucherinnen und Verbrauchern schaffen, um einfach diese Systeme auch einzusetzen. Harte Steuerungsinstrumente sind zum Beispiel Mindeststandards für Energieeffizienz bei Rechenzentren, aber auch künftig vielleicht bei KI-Modellen. Und daneben gibt es weitere Mechanismen, wie beispielsweise grüne Beschaffungsrichtlinien für den öffentlichen Dienst. Wir dürfen nicht nur auf Funktionalität gucken, sondern auch auf Umweltkriterien und können damit auch ökonomische Anreize schaffen. Recht ist der zentrale Hebel, um Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Digitale Dienste werden nicht automatisch nachhaltig gestaltet und programmiert. Wir brauchen einen ordnungspolitischen Rahmen, der Innovation in die nachhaltig richtige Richtung lenkt. Wie schaffen wir Akzeptanz? Akzeptanz entsteht durch regulatorische Klarheit und technologischen Realismus. Unternehmen brauchen Planungssicherheit auf der einen Seite, auch verlässliche Übergangsfristen, aber auch die Chance, nachhaltige Technologien zu entwickeln und damit Marktvorteile sich zu sichern. Unternehmen können natürlich als Förderungsmechanismen auch steuerliche Anreize dienen. Unternehmen beklagen bei rechtlichen Maßnahmen häufig Innovationshemmnisse. Und die Sorge ist auch absolut nachvollziehbar, wenn wir zu strenge Kriterien anlegen. Aber das ist die Chance von Smart-Regulierung. Wir dürfen nicht Verbote aufstellen, sondern Gestaltungsräume müssen geöffnet werden. Wir müssen Nachhaltigkeit belohnen, statt Sanktionen zu setzen. Die Obergrenze zum Energieverbrauch kennen wir auch aus anderen Rechtsgebieten, beispielsweise CO2-Flottenwerke bei Pkw oder auch Emissionsgrenzen für Kraftwerke oder Energieeinsparvorgaben für Gebäude. Diese quantitativen Steuerungsmechanismen kennt das Recht bereits und für KI-Systeme könnte man sich auch entsprechende Verbrauchsgrenzen überlegen.
Allerdings ist das technisch anspruchsvoll und auch juristisch, weil es gibt aktuell noch keine anerkannten Messverfahren für den Energieverbrauch von KI-Systemen. Und gleichzeitig müssen wir berücksichtigen, dass der Verbrauch dynamisch sein kann, abhängig davon, auf welcher Hardware ein KI-System läuft, wie es programmiert wurde und auch wie intensiv es genutzt wird. Regulatorisch ist ein risikobasierter Ansatz auch hier denkbar, wenn wir über Energieintensität sprechen. Weil wir brauchen keine starken Obergrenzen, wir brauchen vielmehr Transparenzpflichten oder auch Kompensationsmechanismen. Auch hier ist ein risikobasierter Ansatz sinnvoll, wenn wir über die Regulierung von Energieintensität bei KI-Systemen sprechen. Wir brauchen keine starren Obergrenzen, sondern vielmehr Transparenzpflichten und Kompensationsmaßnahmen, dass wir sicherstellen, dass wir große Player nicht schonen und kleine Akteure mit den Maßnahmen überfordern. Improving the energy efficiency of AI is an essential step. But if those gains are combined with a massive increase in usage, the fact is they might be cancelled out immediately. This is what we call the rebound effect. So we need to smartly rethink our entire relationship with technology. Addressing this issue ahead of these new uses involves collective choices and stringent regulation, as well as education. The sustainability of AI depends not just on its performance, but on what we decide to do with it. The macroeconomic and societal challenges are long-term ones. However, we are already experiencing an impact on our businesses. For example, a search on the internet for visuals of AI associated with lawyers returns poor representations. The one small detail reveals a problem that is far from trivial: gavels everywhere. This iconic accessory of the judge on the other side of the Atlantic is nowhere to be found in European courtrooms. Who and what are the AI models referring to? AI, based on statistics, offers us results that are all plausible. Are they real, though? Where's the boundary between realism and reality? La notion de vérité est extrêmement contingente et subjective. L'histoire, si on le regarde attentivement, montre souvent que la vérité est le fait du vainqueur et de celui qui aura construit cette histoire-là. Donc aujourd'hui, poser en ces termes une forme de domination culturelle au travers de l'utilisation d'algorithmes qui manipulent du langage, qui créent du langage, est extrêmement pertinente. Puisque, évidemment, ces modèles sont porteurs de culture et de sens. On voit qu'il y a quand même des velléités aujourd'hui à ne plus chercher les causalités et à se satisfaire des corrélations du calcul comme établissant une certaine forme de vérité. Et pour ça, de mon côté, il y a aujourd'hui un véritable danger qui, sans grandiloquence, est un danger démocratique majeur. Puisque tout cela ne peut pas être à la main de certains opérateurs et tout simplement doit pouvoir être scruté, évalué. Et je pense notamment à des solutions comme de la certification, qui sont des principes que l'on connaît dans d'autres industries. Nous devrions pouvoir proposer des benchmarks, des outils de mesure par des tiers indépendants pour mieux mesurer ce qu'il y a à l'intérieur des machines. Arriver à mesurer, alors appelons-le véracité, appelons-le intégrité, appelons-le une production, on va dire, honnête et relativement correcte par des modèles d'intelligence artificielle relève avant tout de la métrologie, c'est-à-dire de la capacité à mesurer par des moyens technologiques, quand cela est possible, certaines dérives des modèles ou les qualifier. When AI makes a text that appears to be true without actually being true, we speak of hallucination. These illusions of truth raise an essential question. What do we accept as true, and according to what criteria? For its part, the law seeks to define truth within a framework made of rules, evidence, and procedures. It's because truth occurs within this framework that it is said to be legitimate. The same applies to AI. We need to ensure that the generated content is reliable and traceable. It's a matter of democracy and a common challenge for lawyers as well as engineers. Affidabilità e precisione sono le colonne su cui poggiano le soluzioni del gruppo Lefebvre. Quando professionisti e aziende interagiscono con i nostri sistemi, lo fanno con la sicurezza di ottenere informazioni affidabili e indenni da quella che potremmo chiamare contaminazione informativa o allucinazioni computazionali.
Le risposte fornite dalle soluzioni di intelligenza artificiale Lefebvre-Giuffre si fondano su 3 pilastri fondamentali. 1. Certezza della risposta. Ogni informazione è generata e il prodotto di un processo attendibile e verificabile. 2. Autorevolezza del contenuto. Il valore aggiunto della nostra base dati garantito e certificato dalle Lefebvre-Giuffre. 3. Pulizia del dato. Le informazioni sono restituite prive di ogni altra informazione non pertinente alla richiesta originale. L'intelligence artificielle que l'on a aujourd'hui, qui se développe de plus en plus depuis essentiellement 1 an, 2 ans, est quand même un bouleversement dans notre méthode de travail au niveau juridique, fiscal. Cela étant, on a besoin encore de l'humain et il ne faut pas opposer l'intelligence dite artificielle avec l'intelligence humaine, avec les personnes. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, son travail essentiellement, c'est d'aller chercher les informations dans un certain nombre de sources et de les extraire le plus rapidement possible, de les organiser et de les restituer de façon le plus claire, le plus efficace possible. Ça, c'est son travail. Mais il faut à la base qu'on ait des sources fiables, commentées et organisées. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. AI is only as good as the evidence on which it is based. Without shared reality and truth, there can be no trust. The legal AI players are now called to position themselves upon this decisive requirement. For legal startups or legal tech, this issue of trust is just as crucial. The renewed dynamism AI has brought to this field comes along with renewed concerns, as the entire legal and accounting profession is being thoroughly reshaped. Legal tech itself is an area which has seen many summers and winters over the years. On one hand, law is a very interesting use case for technology, just by the sheer amount of data that we have, and just by the sheer amount of people we have to serve. With legal AI, I have to say, with the introduction of AI technology itself, the area of legal AI has become very hot, as people say, or very exciting. At the moment, we see the solution creators or the service providers seeking a lot of funding from investors, from players who have very strong belief that there is going to be a very great return on investment. On the uptake side, there is going to be a lot of work needed. Legal AI can create extremely efficient systems in the legal players, in the private sector as well as public sector, to create answers, to kind of create documents, to create predictions, etc. And that's going to be very useful for scaling the legal solutions across the board. So yeah, there is going to be that struggle involved. I believe that there's going to be a more collective action necessary for the legal AI players or multi-stakeholder approaches, where people who are interested in creating those AI solutions come together and deliberate on the answers, and hopefully by communication with the customers or the clients, a solution that can be reached or created where the uptake is no longer a question. And all of this is happening at the same time. So I think at the moment we are just seeing what kind of things are emerging in the area. But I think future is bright. The enthusiasm surrounding legal tech and legal AI is part of a wider movement, already well underway, to automate tasks. From rules engines to RPAs, the promise remains the same: to save time, to make workflows more reliable by industrializing them. In-depth transformation of practices is taking place, sometimes in continuity, sometimes disruptive. Ich glaube, die Arbeit wird anders werden. Deutlich anders werden. Also ich habe den steinigen Weg begonnen als Steuerfachangestellter, Auszubildender, über den Studenten zum Steuerberater, zum Wirtschaftsprüfer. Ich will sagen, ich habe den Beruf, den ich heute ausübe, von der Pike auf an gelernt. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich früher gearbeitet habe, Mandant bringt mir einen Pendelordner, wenn ich Pech hatte, auch einen Schuhkarton, wo ganz viele Belege drin waren. Die habe ich dann erstmal sortiert, Stempel drauf gemacht, kontiert, verbucht, nochmal kontrolliert, habe mir Belege kopiert, die wieder abgeheftet. Mandant hat einen Teil der Belege zurückbekommen. Oder am Jahresende habe ich vielleicht vergessen, einen Beleg zu kopieren und habe den Mandant gefragt, das, was du mir vor 3 Monaten geschickt hast, bitte nochmal einreichen.
Das hat unglaublich viel Zeit gekostet. Zeit, die ist eigentlich nicht produktiv. Und diese Zeit hat sich heute natürlich schon durch die Digitalisierung erheblich reduziert, diese unproduktive Zeit. Wir arbeiten heute schon mit Lerndateien, da ist keine künstliche Intelligenz dahinter. Das ist einfach eine Lerndatei, die legt man an und dann ist der Computer, der nutzt das einfach stupide und setzt das so um. Wenn ich mir vorstelle, wir haben heute über die Lerndateien in einer klassischen Finanzbuchhaltung vielleicht eine Trefferquote, wenn man das ordentlich pflegt, vielleicht von 10–20%. Durch den geschickten Einsatz von KI schaffe ich es vielleicht, eine Verbuchung, eine Finanzbuchhaltung von einem mittelständischen Unternehmen mit einer Trefferquote von 80–90% zu schaffen. Vielleicht irgendwann Richtung 100%. Dann glaube ich, muss sich der klassische Buchhalter nicht insoweit um seinen Job fürchten, dass er denkt, die Maschine erledigt das, sondern der klassische Buchhalter wird vielleicht zukünftig mehr noch die Chance haben, die Qualität noch zu sichern. A ver, ya existen a día de hoy, y no hablo de inteligencia artificial generativa, RPAs, que son capaces de tener una propia identidad. RPAs entendemos como aquellos agentes que pueden automatizar determinadas acciones y que, por ejemplo, pueden entrar en la administración X, descargar su formulario, enviarlo, etc. Entonces, hay ciertas acciones que si entramos en el mundo, y no es mi especialidad, ¿no? Pero está adquiriendo una identidad digital que se le está dando, es una RPA, es una máquina que está haciendo una acción, ¿vale? El salto siguiente es, oye, si en vez de, que además, por definición, los RPAs que son previos a la inteligencia artificial, lo que se presumía de ellos era que era una fuerza de trabajo, que podía estar las 24 horas sin agotarse, ¿no? Y pasa un poco con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un empleado que no se cansa nunca, que no se coge vacaciones y que no se pone malo, ¿no? Quizá nos estamos yendo a un mundo distópico, pero yo creo que, en mi opinión, la parte de colaboración mundo, la colaboración entre los dos mundos, máquina y inteligencia artificial, va a ser posible. ¿Eso qué significa? Que ojalá un día la inteligencia artificial, parte de los trabajos yo solamente tenga que hacer check y decir que sí a la estrategia, pero estoy tomándome una caipiriña en la playa con mi hija y mi marido. Pero no creo que lleguemos a ese punto de sustitución totalmente de los trabajadores por las personas. While AI is expected to take over time-consuming and repetitive tasks, what happens to the work of legal and accounting professionals? What role will they play in the legal value chain if they are not replaced? Oui, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le développement de l'intelligence artificielle. On a vu la sociologie du travail, elle a beaucoup étudié les dynamiques d'automatisation, notamment au contexte industriel, et comment l'automatisation, elle déplace le travail. Elle ne le supprime pas, mais elle le déplace dans des tâches qui sont effectuées en amont, des tâches de préparation, et en aval dans des tâches de surveillance du fonctionnement des machines sur les chaînes de production industrielle. Dans l'intelligence artificielle, en fait, on observe exactement la même chose, hein, finalement. Le travail, il est déplacé aussi en amont dans la préparation des données, les données d'entraînement des intelligences artificielles, le travail d'annotation, de constitution des bases de données. Et puis, on voit aussi en aval qu'il faut surveiller les modèles algorithmiques parce qu'ils font des erreurs en permanence, surtout quand ils traitent des données qui sont issues du monde réel, comme c'est le cas, par exemple, des décisions de justice. Et donc, il faut surveiller les modèles algorithmiques. Et donc, cette dynamique de déplacement du travail, pas de suppression, mais de déplacement du travail et donc de transformation du travail, elle est à l'œuvre dans l'intelligence artificielle comme elle a été à l'œuvre dans les différents dispositifs d'automatisation qu'on a vus dans l'histoire. Donc, en tout cas, en termes de sociologie du travail, c'est une dynamique très similaire qui s'observe actuellement. We need to know where to put the cursor. Is AI there to reinforce one's capacity for action or to replace it? In the legal field, expertise is not enough. What counts is the ability to understand a context, to personalize a response to a specific situation, to act ethically. Ivan Illich reminded us that every tool engages our autonomy. Tools can free us or constrain us. AI must remain under human control. It's not yet a sensitive or emotional intelligence. Plus que jamais, ça va être une question d'adaptation et de se réapproprier
les domaines sur lesquels l'IA est plus faiblarde. Et Dieu sait si l'intelligence artificielle a des lacunes. Elle peut faire des choses très rapides, puissantes, qui nous demanderaient des heures carrées, alors que c'est fait en quelques secondes. Et inversement, sur des choses qui sont, parce que ça touche à l'intuition, à l'émotion, à des choses complètement contre-intuitives, l'IA est incapable de répondre. Donc on a des domaines qui restent des domaines réservés de l'intelligence humaine. Et j'ai envie de dire, c'est heureux. On a nous aussi un bel avenir devant nous. For 3 years now, we've been hearing of hybridization, fancying cyborgs and using the metaphor of the centaur as old as the first duels between Kasparov and chess-playing AIs. The reality of work sharing is often more complex. The performance of AIs is uneven, depending on the task. How can we actually describe this collaboration? What does this man-machine partnership look like on a day-to-day basis? Il y a cette idée qui est assez répandue de remplacement sur les tâches à faible valeur ajoutée, elle n'est pas vérifiée. Fondamentalement, par exemple en programmation, où l'IA elle est vraiment utilisée massivement, les IA génératives les plus modernes, elles sont parmi les top 5%, les top 2% en programmation de compétition. Et en même temps, quand on vient avec un vrai problème, qui mixe plein de choses, des connexions avec des systèmes anciens, etc., la réalité sale, là ça ne marche plus. Ou ça marche plus, ou ça marche, mais il faut aider l'IA, etc. Le point, c'est que l'IA n'est pas spécialement bonne que dans la faible valeur ajoutée. Elle n'est pas non plus spécialement bonne dans la haute valeur ajoutée. Elle est bonne sur certaines tâches et moins sur d'autres. Dans ce contexte-là particulier, il n'y a pas de moyen de remplacer. Et pour l'instant, c'est du binôme. Tant qu'elle ne couvre pas des pans entiers d'une tâche entière qui a une logique intrinsèque, on reste avec un humain qui planifie. Là où elle est mauvaise, l'IA, c'est la planification, la vision d'ensemble, etc. Et des IA qui, par contre, sont hyper bonnes, elles savent tout sur tout. Une sorte de junior savant. Voilà. Donc, cette question, elle, pour l'instant, ne se pose pas, elle ne se vérifie pas. L'IA, c'est, si je devais prendre un comparatif, pour moi, c'est une danse à trois. C'est un utilisateur, un client qui a un besoin déterminé ou pour lequel on pense à la production d'un service dont il a besoin, qu'il n'a pas forcément clairement exprimé. Il y a à l'autre bout de la chaîne le concepteur de cette solution, quelle qu'elle soit. Et entre les deux, on a l'IA qui vient booster véritablement, accélérer de façon vertigineuse l'accomplissement de tout un tas d'opérations qui permettent de se relier le concepteur et l'utilisateur. This new division of labour raises a deeper question. How do our own intelligence and cognition evolve? Et puis, il y a un autre axe qui me semble nécessaire, c'est l'utilisateur. C'est comment faire pour que l'utilisateur comprenne le produit qui lui est fourni par l'intelligence artificielle et comment il fait surtout pour le vérifier. Et c'est en ça, pour moi, que ce sont deux axes fondamentaux. C'est pour qu'on se garantisse des risques d'erreur. C'est pas tellement qu'on agisse sur l'erreur de la machine, ça c'est le concepteur. Mais l'utilisateur a aussi une responsabilité quand il utilise la machine. Et sa responsabilité, c'est un, de comprendre comment la machine fonctionne, et deux, c'est de vérifier ce que lui donne la machine. Et c'est en ça que le sourcing est, à mon sens, quelque chose d'essentiel. Peut-être que parfois, on n'ira pas toujours vérifier, mais déjà d'avoir le site d'où ça provient. Moi déjà, si c'est du Légifrance ou si c'est n'importe quel autre site, je dirais grand public juridique, déjà je fais une différence. Donc je pense que ces deux aspects-là sont absolument fondamentaux, parce que dire il faut que tout soit vérifié et il faut que l'homme ait toujours un esprit critique, ça c'est bien beau dans la théorie. Bien sûr que j'y adhère. À un moment donné, il faut garder, surtout quand on est magistrat, c'est tout l'enjeu, garder le processus décisionnel entièrement à sa main. Mais à un moment donné, on est humain. Et les humains, c'est comme ça, au bout d'un moment, ils vont avoir confiance. Ils vont faire une recherche, ils vont la trouver chouette, ils vont en faire une deuxième, ils vont la trouver vraiment très pertinente, et puis une troisième. Et à la 4e, la 5e, la 10e, la 50e, après avoir traité moult dossiers, eh bien, ils vont s'en remettre complètement à la machine. Et c'est là où ça se joue. Et c'est là où il y a aussi un travail à faire avec ceux qui conçoivent les outils. Parce qu'à mon sens, il faut des outils dans l'interface qui nous permettent à la fois de sourcer et à la fois aussi de venir titiller notre esprit critique. Et ça me semble fondamental. Parce que si on se retrouve avec des résultats
tout donner comme tel quel, voilà, tu poses une question, voilà la solution, il est tout à fait humain qu'on ira au bout d'un moment vers la solution. There was a specific word that I kept forgetting. And I randomly went to ChatGPT, one of the AI tools, and I asked, what is that word which has this meaning, etc., etc. And the ChatGPT came up with that word. And I was surprised that it was actually correct. And then I asked a follow-up question saying, why did I forget this word? Or why do I keep forgetting this specific word? And the response was that you no longer need to have a memory function because I'm there for you. So what I'm trying to say here is that you see the use cases that will, at the moment, we don't know what it'll be. Whether this is going to create newer roles around neurotechnology or brain-machine interface or supporting some of our day-to-day chores. I don't know. AI should push us to do better than the average solution it offers. The seamless interaction with conversational agents, overly obsequious at all times, happens to be a cognitive trap. What happens when the machine becomes too accommodating, when it confirms rather than it questions? Solutions for a demanding professional audience must invite us to rethink the user experience. Organising the future work with AI means to value the human intelligence first and foremost. The kind of intelligence found in writers, teachers and lawyers, whose work is based on thorough analysis and language proficiency. This is precisely what humans are expected to master when faced with AI. Knowing how to ask the right questions, structure queries, and handle the results. Al final nos interesa mucho observar, ver cómo los clientes actúan, cómo utilizan nuestras soluciones, cómo hacen búsquedas, cómo lo utilizan, cómo plasman pues los resultados, la documentación que sale de nuestros productos y de nuestras soluciones. Trabajamos muy codo con los clientes. I nativi digitali sostanzialmente non hanno superato questo passaggio. Questa è un'opportunità all'interno delle aziende perché abbiamo sempre lamentato il tema del passaggio generazionale, quindi la difficoltà del trasferimento della competenza lavorativa alle generazioni che venivano dopo la nostra, lamentando anche una difficoltà, se volete, nel metodo di comunicazione, nella modalità di ragionamento. Ecco, ancora una volta, se si è in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa come strumento, quindi come tale, è chiaro che diventa un binario abbastanza veloce ed agile con la quale questo passaggio generazionale è automaticamente, se volete, risolto. Training in AI is not just about technical skills. It's about developing a critical mind, learning to check, to doubt, to contextualize. It also means recognizing one's own limitations. When everything seems fluid and well-formulated, there is a great risk of falling into the illusion of mastery, the so-called Dunning-Kruger effect. So you know very little about a subject. You don't know the extent of what you don't know. Faced with powerful but opaque systems, we should be aware of it and keep our judgment sharp. Was mir noch dazu einfällt, es wäre sicherlich sinnvoll, wenn die künstliche Intelligenz auch offenlegen würde, wie sicher eigentlich das Ergebnis ist. Ja, also Unsicherheiten sichtbar machen und darauf hinweisen. Also für mich persönlich jedenfalls wäre das eine vertrauensbildende Maßnahme. Und die letzte Möglichkeit oder der letzte Gedanke dazu, auch die Nutzer wird eine Mitverantwortung treffen. Zu prüfen, ist das Ergebnis plausibel und das erfordert wiederum, dass er hinreichend geschult ist. Also wir dürfen der KI nicht vollkommen ungeschult ausgesetzt werden, sondern wir müssen dort, unser Bildungssystem muss sich auf diese Dinge einstellen und schnell etwas entwickeln, was auch dazu führen kann, dass wir tatsächlich in der Lage sind, die Ergebnisse zu beurteilen. Los sistemas educativos se enfrentan a un cambio crucial en los momentos en los que vivimos.
Junto a la formación técnica tradicional que exige la excelencia de los profesionales, nos enfrentamos a un nuevo tipo de exigencia, ¿cuál va a ser? La ética algorítmica. Esa formación técnica tiene que ir ligada siempre a unos principios éticos. Y desde este punto de vista, también los colegios profesionales pueden forjar una alianza esencial, una alianza estratégica junto a las universidades. Governance, sovereignty, trust, truth, sustainability, future of work, education. Legal AI is to tackle many challenges. Beyond that, law is everywhere and everyone needs access to it. Aber durch die neue Entwicklungen wird es auch viel einfacher, um Lösungen anzubieten, die Rechtsfragen beantworten, die auch de Bürger en ook de normale nicht-professionelle Nutzer helfen om rechtsvragen te verstaan, rechtsvragen ook te beantwoorden en ook daarmee zijn rechten einzuforderen. Want een rechtsstaat hat immer twee dimensionen. We hebben de structuur van recht, we hebben ons rechtsrahmen en we hebben ook de wijze waarop de people, dat volk, zijn rechten realiseren kan en ook sicheren kan. Dat is umso wichtiger. Sicher in de jetzige Entwicklungen, waarbij Staaten, ob wir es wollen oder nicht, zelfs in Europa, immer meer autocratische Elemente haben, dan is het ganz wichtig, dass jeder Bürger weiß, was zijn rechten sind, die rechten auch verstehen kann. En daar kan AI jeder bij helfen. ChatGPT schreibt durch gute Zusammenfassung, auch einfache Zusammenfassungen. Vielleicht nicht 100% okay, maar wel hilfreich, um schwierige Regeln zu verstehen, was bedeutet es. Das hilft Bürger auch, um die Frage, ob sie Recht suchen sollen en Recht einfordern sollen, zu beantworten. En dan glaube ich, dass es eine Unterstützung ist, um Recht zu handhaben en daarmee de rule of law aufrecht zu erhalten in een Situation. En dat gilt für jede Staat. Zelfs in Demokratieën wie Duitsland, Nederlanden, dat door die überbordende Bürokratie wird eigenlijk teilweise democratie door beambten platgemacht. Noi siamo l'unica azienda europea in grado di competere con gli altri attori internazionali sul mercato. Garantiamo ai nostri professionisti qualità, sicurezza, etica e conoscenza approfondita del diritto europeo. Siamo l'ultimo baluardo della sovranità europea in questi ambiti. La nostra missione è chiara: fornire contenuti sempre più innovativi ad alto valore aggiunto ai professionisti, consolidando la nostra posizione di leader nel mercato legale e fiscale e puntando alla sovranità europea nell'intelligenza artificiale per questi settori. Alors, dans ce monde qui change et cette intelligence artificielle générative qui nous impacte et qui impacte tous nos écosystèmes, notre groupe, le groupe Lefebvre, a un véritable rôle à jouer. Ce rôle, il doit s'appuyer sur la pertinence de nos contenus et la maîtrise technologique de l'intelligence artificielle. L'ambition est de combiner l'intelligence humaine et cette intelligence artificielle qui doit nous permettre de décupler la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients. Pour ce faire, nous avons 2500 collaborateurs mobilisés pour répondre aux attentes de nos clients dans 8 pays, puisque évidemment nous avons nos activités en France, la France restant le plus important pays pour le groupe, mais on compte également sur les pays que sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le UK pour diffuser ce savoir, pour accompagner nos clients dans toutes ces géographies et pour accompagner également nos clients internationaux dans leurs différents bureaux au sein de ces pays. Et c'est l'ensemble de nos 2500 collaborateurs, des auteurs qui nous accompagnent, qui va nous permettre, avec cette maîtrise technologique, de répondre toujours mieux aux attentes de nos clients. Our European model might succeed if we root AI technologies in ethics with rigorous content and human mastery. The players in the legal field can leverage those today to build a future that is innovative, fair, and democratic. This ambition drives us. We aim to translate it into sincere and radical commitments in the legal AIs we deploy. Quality and reliability, security and confidentiality, transparency, education, and clairvoyance, primacy of human intelligence over machines. At the end of this European journey, the challenges posed by AI are now clearer. It's up to us to tackle them collectively through the choices we make to write the story of a humanist AI.